à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et la CAN, ça y est terminée. Eh bien, nous allons pouvoir reprendre un format un peu plus généraliste de cette émission, dans laquelle nous passerons en revue l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Un programme riche que je vous propose de découvrir dans le sommaire. C'est parti pour la Grande Team. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. La CAF en Côte d'Ivoire pour une visite d'inspection des infrastructures de la CAN 2023, ça fait l'actu. Focus sur les hauts faits des entraîneurs africains dans l'histoire de la CAN. Roger Stéphane, Yves Boris et Mohamed Ballo sont avec Tia pour ces 90 minutes de sport. Et voilà, vous connaissez le programme de l'émission. Je vous rappelle qu'on est en direct pendant 90 minutes et qu'il est très facile pour vous d'interagir avec nous. Comment? Eh bien, en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser des commentaires et par téléphone, bien évidemment, puisqu'on vous propose, comme tous les soirs, une question LGT à laquelle vous pouvez répondre, oui, et sur laquelle vous pouvez vous prononcer. CAN 2023. Donc là, on quitte la CAN 2021, on se projette sur la CAN 2023. La visite de la CAF met-elle la pression sur la Côte d'Ivoire? Eh bien, prenez tout de suite le numéro de téléphone pour nous joindre. Il s'agit du 27 21 59 93 99 00225 27 21 59 93 99. Allez, commençons tout de suite avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball. La FIBB convoque une AG ordinaire dimanche prochain. La Fédération ivoirienne de basketball sera en assemblée générale ordinaire dimanche prochain, conformément aux dispositions de l'article 11 du titre 13 de ses statuts. C'est la salle des assemblées générales du Palais des Sports de Trècheville que les acteurs ivoiriens de la balle au panier ont choisi pour la circonstance. À cet AG ordinaire, le président Mahama Koulibaly dressera le bilan moral et financier de l'exercice 2021 avant de proposer le budget au titre de l'année 2022. Parlons cyclisme à présent, mondiaux 2027. La France est candidate pour l'organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027. Un tournoi qui regroupe toutes les disciplines du cyclisme en passant par le VTT et le BMX. Cette annonce fait suite à celle des Pays-Bas qui se sont positionnés depuis près d'un an. La France, qui n'a plus accueilli ce genre de compétition depuis 2000, peut s'attendre à une rude concurrence néerlandaise. On poursuit avec du golf, PGA Tour. Première victoire pour Tom Hodge. Tom Hodge est aux anges et pour cause, le golfeur américain a remporté le premier succès de sa carrière au Pebble Beach Pro AM. Il s'est imposé de 2 coups devant Jordan Spieth. Une performance qui lui permet de faire son entrée historique dans le top 50 mondial à 32 ans. Avec ce trophée, Tom Hodge devient le 4e joueur de la saison à lancer son palmarès. Cette victoire est irréelle, cela fait 11 ans que je l'attendais, a-t-il réagi très ému juste après son exploit. Et puis, dans notre page football, JCAT, Coutouan-Pierre-Meillan nommé entraîneur. La Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville, donc la JCAT, n'a pas mis de temps pour renouveler son encadrement technique après le limogeage du titulaire au poste, Lignon Nagueux-Georges. La direction de cette équipe de Ligue 2 a aussitôt engagé Coutouan-Pierre-Meillan. Ce dernier aura la lourde charge de redresser la trajectoire des Trèchevillois, 11e de la poule A et donc relégable après 5 journées. Parlons de l'EFIM. Jérôme Dounou prend les commandes de l'encadrement technique. Précédemment adjoint à la JCAT, Jérôme Dounou est désormais le nouvel entraîneur de l'EFIM. Il remplace à ce poste Sakanogo Amadou. Le nouvel homme fort du banc des écoliers a pour mission d'améliorer les résultats sportifs de son club, logé dans le bas du tableau. Déjà à la tâche, Jérôme Dounou est déterminé à gagner son pari. Et puis, on termine avec cette information. Le Nigeria, Augustine Eguavoen, maintenu à son poste. La Fédération nigériane de football a décidé de prolonger le statut d'intérimaire du sélectionneur national Eguavoen.
Il restera donc aux affaires jusqu'en mars prochain pour lui permettre de gérer au mieux les Super Eagles. Le champion d'Afrique 94 a été entouré d'anciens joueurs comme Emmanuel Amounike, nommé assistant, Salissou Youssouf, Joseph Yobo et Aloy Agou. Eh bien, on lui souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite également. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Je vous rappelle notre question LGT. Cannes 2023, la visite de la CAF met-elle la pression sur la Côte d'Ivoire? On va en parler dans quelques instants. Pour l'heure, eh bien, je vous propose de retrouver la team de ce soir. Suivez-moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Bonsoir Tia. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Très bien. Bon, eh bien, on est reparti en mode LGT, ça y est. La CAN est finie, on reprend du service pour parler de toutes les autres disciplines sportives. Et puis, on a 90 minutes pour le faire. Ouais, et on est en direct. Et vous savez que notre page Facebook, enfin, oui, c'est notre page, mais c'est surtout votre page Facebook est là pour que vous puissiez vous y exprimer. N'hésitez pas à laisser nous des petits commentaires. Réagissez par rapport à tout ce qui se dit sur le plateau. On est en direct, je le répète. Donc, pas de souci. Et puis le téléphone est bien évidemment 27 21 59 93 99. Bon, on va commencer par faire le point des JO d'hiver. Et oui, les Jeux Olympiques d'hiver 2022. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, ils battent leur plein depuis le vendredi 4 février dernier. La 3 est au cœur de l'événement. Eh bien, on a préparé pour vous un point des performances et des médailles suivant cet élément vidéo. Eh bien, voilà. Ouais. Bon, alors, c'est vrai que le fameux curling qui fait toujours beaucoup sourire. J'ai été impressionné. Ouais. C'est vraiment pas ça, honnêtement. Bah, si on avait une patinoire ici, je vous aurais bien initié. Coup de balai. Coup de balai. Nous, les femmes, on connaît ça. C'est vrai. Les femmes sont très douées au curling. C'est petit poteau à Maracana. On a réussi à populariser ça. Il y a des sports qu'on ne connaît pas. Là, les sportifs africains sont un peu perdus. Là. On n'a pas de leurs nouvelles. Vraiment, je crois qu'il y avait l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, l'Érythrée et puis Madagascar. Bon, on n'a pas encore de leurs nouvelles. C'est vous dire que c'est difficile ces Jeux d'hiver parce qu'on n'a pas la culture de certaines disciplines qui sont pratiquées à cette période de l'année. Bon, on est en train de voir, je pense que les Chinois, Canadiens encore vont briller dans cette compétition. Bon, nous les Africains, on assiste, on regarde. Bon. Et on découvre des disciplines sportives. Eh ouais, Ah oui, c'est une très très bonne nouvelle et d'autant plus qu'il y a eu des rumeurs autour de cette organisation des Jeux avec Yao Ming qui a appelé à un moment donné au boycott de ces Jeux-là à cause de l'épisode Peng Shuai, cette tenniswoman qui a été tout simplement enlevée, mais finalement qui est sortie de l'ombre pour signaler qu'elle est bel et bien présente. Donc, on est heureux de savoir que finalement, ça se tient bien. Oh, mais c'est un vrai succès. Il y a, je crois, 91 pays qui participent à l'événement. C'est un vrai succès. Boycotter, il y a des appels au boycott lancés par les Américains. Bon, on connaît la guerre en sourdine plus ou moins économique qu'il y a en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Bon, ça s'est répertorié un peu sur le plan sportif, mais c'est un beau succès. Ouais, il y a beaucoup d'athlètes, ça se passe très bien. Il y a une vraie bataille entre les pays qui y sont. Bon, c'est tant mieux. Malheureusement pour nous encore, bon, les Africains, ça ne va pas être facile pour nous, mais c'est une belle fête qui n'a pas encore la popularité des JO de l'été qu'on a suivi ici avec tous ces formidables athlètes ivoiriens, mais même africains. Parce que les Ivoiriens, ça n'a pas été fameux pour nous. Mais oui, ces Jeux-là sont un succès. Pour l'instant, on attend de voir comment ça va finir. Mais pour l'instant, je pense que ça se passe très, très bien. C'est un pari tout à fait réussi pour les organisateurs de cette compétition. Eh bien oui, et puis on fera un point très régulièrement pour tous les amoureux de ski et de toutes ces disciplines donc, que vous pouvez suivre pendant ces JO d'hiver. Voilà. Allez, on va passer au focus de ce soir. Ben, on laisse passer le jingle. Ce sont eux, les maîtres du jeu désormais. Après Belmadi en 2019, Aliou Cissé a remis le couvert. Avec 17 trophées en 33 éditions, les sélectionneurs africains mènent le bal au palmarès de la CAN. Alors, en 33 éditions de la CAN, eh bien, les sélectionneurs africains en ont remporté 17. Que vous inspire ce bilan, messieurs? J'ai envie de dire que ce bilan montre que les sélectionneurs africains ont de la qualité. Ce bilan aussi montre que le mépris et la dévalorisation qu'on avait de ces techniciens africains est erroné.
C'est une fausse image qu'on s'est construite de nos différents sélectionneurs. Et puis aussi, ce bilan, il est un peu porteur d'espoir. Porteur d'espoir parce qu'il montre que nos sélectionneurs, au regard de ce qu'ils sont en train d'accomplir avec les différentes sélections, avec les différentes nations qu'ils ont en charge, eh bien, ils donnent un signal à ceux qui sont encore négligés, marginalisés dans leur pays, qu'il y a la possibilité de faire un très bon travail à la tête d'une équipe nationale et d'être récompensés à travers, par exemple, Aliou Cissé et Belmadi qui ont réussi à gagner la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et en 2021. Et au-delà de ce talent, ça prouve qu'il y a des sélectionneurs en Afrique qui ont de la poigne. Hein. Je pense qu'on a eu des sélectionneurs qui ont une force de caractère, hein, notamment Djamel Belmadi. On s'en souvient en 2019, qui avait mis de côté Slimani pour privilégier Bounedjah. Bounedjah qui était l'inconnu par rapport à Slimani. Donc il y a des choix forts qui sont faits par ces sélectionneurs-là. Mais au-delà, il y a une grande culture tactique. Tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, j'ai pu me rendre compte tout simplement de la culture tactique des sélectionneurs. On a eu des équipes comme le Burkina qui savaient à un moment donné bien cadrer le terrain, avoir une défense bien en place. Donc voilà, au-delà de ce talent-là, il y a des qualités personnelles intrinsèques à ces sélectionneurs-là qu'on a pu dénicher. Et surtout du flair. Hein. On a eu Kamou Malo qui est allé chercher un joueur comme Sangaré qui est à Quevilly-Rouen, des clubs assez mineurs, mais ils ont su avoir du flair, donner la chance à une nouvelle génération. Bon, maintenant, sur la maturité tactique, on va aller poser la question au Nigeria, qui nous est un peu déçu quand même, Balo, sur la fin de la compétition, qui a été une bonne équipe, mais qui, dès qu'elle a rencontré une équipe mieux organisée tactiquement, a eu des difficultés. Elle est entraînée par Eguavon, qui a été là reconduit, c'est très bien. Mais je dis, on est en train de faire une révolution, et c'est peut-être la bonne nouvelle pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. En 2017, au Gabon, il y avait 4 sélectionneurs africains sur les 16 qui étaient présents. Donc ça veut dire que, oui, il y a de la qualité au niveau de nos sélectionneurs, mais il y a une autre raison. L'autre raison, c'est qu'on a plus d'équipes dans la compétition. Et on a de petites nations qui viennent maintenant jouer à la Coupe d'Afrique parce qu'on est 24. Et ces petites nations ont régulièrement des entraîneurs locaux, ce qui a un peu aidé le nombre croissant des sélectionneurs locaux sur la compétition. L'autre raison, évidemment, comme dit Boris Vey, je suis parfaitement d'accord avec lui, oui, nos entraîneurs ont de la qualité. Les fédérations commencent à avoir confiance en nos sélectionneurs locaux, c'est très bien. On a 17 trophées sur 33, ça montre bien que les entraîneurs locaux ont commencé à faire mieux que les expatriés. Et ça, c'est une vraie révolution au niveau du football africain. D'accord. Alors, dans le lot des entraîneurs africains, vainqueurs de la CAN, eh bien, il y a Hassan Cheata et son triplé d'affilée, donc avec les Pharaons. C'était en 2006, 2008 et 2010. À votre avis, est-ce que quelqu'un pourra égaler, voire battre ce record? Pas sûr. Non, pas sûr. Pour ce qu'on a facile, pu voir. hein? Non, pas du tout. Parce qu'il y a une réduction du fossé entre les petites nations, les dites petites nations, on peut le dire maintenant, parce que les équipes comme la Guinée équatoriale, les Comores ont montré de très très grande qualité. Il faudra compter avec ces équipes sur 4-5 ans, voire même peut-être 3 ans seulement. Peut-être même à la CAN 2023, ces équipes-là vont revenir un peu plus aguerries. Donc ça veut dire qu'il y aura un peu plus de difficultés pour s'imposer en Coupe d'Afrique des Nations. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en mesure d'avoir ce record. Écoutez, les records sont faits pour être détrônés. Excusez-moi. Mais ça va pas être facile. Mais lui, il a réussi déjà. Mais tout est une question d'ambition et d'objectif. Je pense que si un entraîneur se met en tête qu'il a envie de détrôner Hassan Cheata de ses 3 titres consécutifs, il peut pourquoi pas le réussir. On a vu Aliou Cissé, quand il paie la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, il jure qu'il va tout faire pour que le Sénégal puisse remporter une Coupe d'Afrique des Nations, soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et il a réalisé cela aujourd'hui. Donc tout est une question d'ambition et de ce qu'on veut. Et je pense qu'aujourd'hui, ce doit être un objectif pour nos sélectionneurs, surtout nos techniciens africains. Ils doivent se dire, si Hassan Cheata était capable de pouvoir gagner la Coupe d'Afrique des Nations à 3 reprises avec l'Égypte, c'est que nous aussi, nous avons la possibilité de venir, d'apporter notre expertise et d'aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est possible de pouvoir la gagner. Parce qu'il y a le Ghanéen qui a gagné ça 3 fois. Il a gagné ça 3 fois, mais pas d'affilée. Voilà. Lui, il a réussi d'affilée. Ça veut dire que c'est possible de pouvoir détrôner Hassan Cheata. Voilà, la position, c'est qu'il y a Cheata qui a le mérite de réussir ça 3 éditions d'affilée. Ces fameuses éditions de 2006, 2008, 2010, il a écœuré tout le continent africain. On s'est dit, bon, attends, c'est vrai que les Égyptiens, c'est vrai que c'est une belle équipe, un vrai pays de football qui nous a démontré encore sur cette dernière compétition qu'on va toujours compter avec les Égyptiens, même quand ils ne sont pas favoris. Donc, il avait écœuré tout le continent africain. Mais avant lui, il y a le Ghanéen, j'ai son nom là, Koumo Guyani, qui avait réussi à gagner 3 fois.
en 63, en 65, plus la dernière... Charles Koumi, voilà, Diamfi. c'est bien ça. Plus la dernière campagne ghanéenne, la dernière victoire gagnée en 1982, donc il avait reçu l'exploit. Mais à côté d'eux, quand même, il y en a qui ont gagné en tant que joueurs et qui l'ont gagné en tant que sélectionneur. Il faut les signaler. Stephen Keshi, le colosse, merveilleux défenseur nigérian des années 90, a gagné en 94 avec le Nigeria, et il a gagné en tant que joueur, et il a gagné en 2013 en tant que sélectionneur. Il y a un autre Égyptien, qui est El Gari, qui a gagné en tant que joueur en 58 et en tant que sélectionneur en 98. Alors, ça veut dire quoi? Et ça, remarquez que ce sont des locaux. Ça veut dire quoi? Que la plupart des sélectionneurs qui ont eu le mérite de jouer dans les sélections deviennent un peu plus tard de très bons sélectionneurs. Belmadi, il a joué avec l'Algérie. Cissé, il a perdu la finale en tant que joueur en 2002 dans la formidable génération de Diouf de l'époque qui nous avait fait rêver sur le monde entier, et gagne en tant que sélectionneur après avoir perdu en 2019 et gagne en 2021. Donc ça veut dire que, oui, ceux qui ont eu la chance de jouer avec les sélections connaissent bien l'esprit, connaissent la mentalité, et ils sont capables de réaliser des exploits aussi bien en tant que joueur que sélectionneur. Et donc, ça, c'est très important. Forcément, ça ouvre la porte à cet éternel débat. Est-ce que le choix des sélectionneurs africains devrait être systématique? Là, la question mérite réflexion. Est-ce qu'on doit prendre systématique, pas forcément. Un sélectionneur africain? Oui, je pense qu'ils doivent être mis en priorité. Mais en systématique, ça dépend des réalités de toutes les sélections. Ça dépend aussi du profil recherché. Parce que derrière ces locaux qui ont eu de bons résultats, il y a quand même des expatriés aussi qui se sont signalés dans cette Coupe d'Afrique des Nations, notamment Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, mais également Carlos Queiroz, qui est présent avec l'équipe égyptienne seulement depuis 4 mois. Et en 4 mois, il est en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Il a montré qu'avec l'équipe d'Égypte, il pouvait faire monter des défenseurs comme Abdelmonem. Donc, systématique. Avec le Cameroun, Oui, consistant avec le Cameroun. Donc, je pense que ça mérite réflexion. Il faut donner la priorité aux locaux, mais les nommer de manière systématique, ça dépend. Nous, on va ramener un vieux débat. Regardez, à une certaine époque, c'est nous qui disions que, avec la qualité des joueurs que nous avons, parce que la plupart des joueurs africains évoluent aujourd'hui dans les grands clubs européens, ils sont dans des grandes écuries, ils sont coachés par des grands entraîneurs. Et donc, nous, on s'est dit à cette époque, est-ce qu'un sélectionneur national peut avoir la qualité technique, le coffre psychologique, mental, pour encadrer des garçons comme Yaya Touré ou Didier Drogba? On avait dit ça à l'époque. On a dit non, mais il faut laisser les sélectionneurs locaux, il faut aller chercher des expatriés. Mais les expatriés n'ont pas tout réussi. Nous, depuis 2002, on a eu Gérard Gilly, Dussuyer, Henri Michel, Lamouchi, le fameux stagiaire qui a fait... Oh, mais non. Allez-y. Non, je lui ai fait un coucou, qui a fait débat à l'époque. Ils ne nous ont pas apporté grand-chose. On allait même chercher à une certaine époque le dinosaure Sven-Goran Eriksson pour nous envoyer à la Coupe du Monde en 2010. On est sorti au premier tour. Donc, ils ne nous ont pas tout réussi. Mais c'est nous qui, à l'époque, avions préparé les mentalités à accepter les expatriés comme étant ceux qui étaient capables de coacher nos grands joueurs qui évoluent dans les grands clubs. Eh bien, Aliou Cissé dit non, on peut être sénégalais, on peut être Aliou Cissé et puis coacher donc finalement, Sadio Mané. Vous dites quoi? Est-ce qu'on doit privilégier les entraîneurs africains? On privilégie la compétence et la qualité. Je pense que maintenant, il y a de la qualité au niveau de nos entraîneurs locaux. Maintenant, on peut faire plus. J'ai entendu un de mes amis qui l'a dit merveilleusement, il faut les parfaire en leur permettant de se former pour être plus fort, pour être meilleur encore par rapport à ce qu'ils ont en ce moment. Sinon, oui, il y a de la qualité, on peut leur faire confiance si effectivement ils remplissent les critères pour continuer. Et juste pour rappeler un détail, il faut dire que Hassan Chiata et Aliou Cissé ont commencé avec les équipes jeunes. Hassan Chiata avec les moins de 20 ans de 2001 à 2004, avant de prendre l'équipe d'Égypte. Mais Aliou Cissé, qui a été adjoint de Karim Séga Diouf avec l'équipe olympique du Sénégal. Donc, si on veut s'appuyer sur les locaux, il faut leur donner le temps de s'exprimer. Parce que ça a été le gros problème en Côte d'Ivoire. On n'a pas laissé le temps à François Zawi, on n'a pas laissé le temps à Camara de pouvoir construire une équipe sur le long terme, ce qui a été le cas du Sénégal de l'Égypte. Donc, sur ce volet-là, on peut s'inspirer de ces équipes-là. Voilà. D'accord, oui, Ivoris. Tiens, moi je crois que ce doit être systématique. Pourquoi? Regardez les grandes nations de foot dans ce monde. Vous ne les verrez jamais en train de prendre un expatrié pour le mettre à la tête de leur équipe nationale. Jamais. Pourquoi? Parce que ces grandes nations de foot considèrent l'équipe nationale comme une armée. Vous n'allez pas mettre à la tête de votre armée un expatrié, quelqu'un qui ne connaît véritablement pas le pays. Et c'est très important. Si vous remarquez bien, que ce soit le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et consorts, ils ont toujours à la tête de leur sélection nationale.
parce que c'est très important. Aller à une compétition, c'est aller avec des fondamentaux de ce pays et la connaissance de la culture footballistique et de l'histoire du football de ce pays. Il y a des expatriés qui n'ont pas la connaissance de l'histoire du football d'un pays. Ils partent avec leur expertise, ils viennent avec leurs idées préconçues. Et ça, très souvent, ça leur joue des tours. Vous avez cité pas mal de sélectionneurs qui sont passés à la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais je vais citer des locaux aussi. Oui, voilà, bien des sûr. locaux aussi, parce que ce que vous dites là... Je termine rapidement. On peut citer des locaux, oui. Mais la plupart, quand nous regardons un tout petit peu en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a l'égalité. Parce qu'on a un local qui nous donne une Coupe d'Afrique, il y a un autre local qui nous permet d'arriver en finale, mais comme aussi on a un expatrié qui nous permet d'avoir une Coupe d'Afrique, et puis d'arriver aussi en finale. Donc ça veut dire que c'est de l'égalité, c'est du match. Mais vous répondez à la problématique opposée. Mais justement, mais pour moi, je dis qu'aujourd'hui, pour la stature que la Côte d'Ivoire est en train de prendre dans le monde du football africain, on doit plus se permettre de confier notre sélection je n'ai pas envie de dire à n'importe qui, mais il faut qu'on le confie à des personnes qui connaissent notre football, qui savent un peu comment nous avons démarré jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à cette étape-là. Et c'est très important. Ça va aussi permettre à nos différents techniciens ici de s'affirmer, de se faire connaître, de se faire valoir. C'est très important. On a vu aujourd'hui Pitso Mossiman, l'entraîneur de l'équipe du Al-Ahly, mais c'est parce qu'il a fait un très bon travail au Mamelodi Sundowns. Il a été sélectionneur de l'Afrique du Sud que le Al-Ahly peut se permettre de le prendre comme son sélectionneur. Ça veut dire qu'on a fait la promotion de ce technicien-là, qui aujourd'hui est une valeur sûre pour le football sud-africain. Oui, c'est des exemples comme ça qu'on veut et c'est ce qu'on doit produire à chaque fois sur notre continent. D'accord. Alors, justement, en ce qui nous concerne, c'est vrai que la question du sélectionneur local reste complètement entière. Quels sont les candidats les plus sérieux à ce poste aujourd'hui? Bon, sincèrement, je préfère personnellement Aïdara Choualio. Si on veut s'inspirer sur ce qui a marché dans les autres pays où les locaux ont pu tout simplement montrer leur talent, même Eguavoen avec le Nigeria qui a commencé sur le plus bas de l'échelle, on peut donner la chance à un entraîneur, un sélectionneur comme Aïdara Choualio qui a commencé, qui a eu de bons résultats à mon sens avec l'équipe des JO. Ça s'est joué à quoi? Un détail, à une erreur défensive, cette élimination aux JO. Sinon, il a pu emmener cette équipe-là véritablement à de bons résultats. Aïdara Choualio pour vous. Bon, je ne sais pas trop, j'espère qu'on n'est pas en train de chasser Patrice Baumel, hein. Absolument pas, qui a été reconduit d'ailleurs jusqu'au mois de mars. Donc Sonia Aïdara, Guamene Maxime, qui est avec l'équipe locale, Alain Guamene, qui est un formidable entraîneur également, qui a fait un tour à la SEC Mimosa. Oui, il y a quelques-uns qui peuvent, mais le vrai débat que pose Boris Vert, par exemple dans sa problématique, il y a oui et non. Hervé Renard nous a donné une Coupe d'Afrique. Il est parti avec tout ce qu'il avait. Et Yo Massin a donné une Coupe d'Afrique. Oui et non. La vraie presse aujourd'hui, est-ce que nos sélectionneurs ont évolué en même temps que le football ivoirien? Est-ce que nos sélectionneurs aujourd'hui sont armés pour occuper ce poste très sensible de sélectionneur de la... Mais vous venez de citer des noms. Oui, il y en a, évidemment. Est-ce qu'on a mis sur pied une politique qui permet à nos techniciens locaux, les Rigo Gervais, il y en a beaucoup dans le championnat là, etc., une politique qui leur permet de passer de leur état actuel à celui d'entraîneur, mais vraiment outillé, qui est capable d'être comme un sort de Zahir François, qui peut encadrer l'équipe du Niger, qui peut comme l'ancien entraîneur de Mamelodi Sundowns, qui peut aller prendre une équipe en Afrique du Nord. Est-ce qu'on a fait ça? Le vrai débat est là, on doit l'ouvrir pour que, oui, à partir de maintenant, on se dise que, bon, on a des garçons qu'on peut accompagner avec une politique fédérale. D'ailleurs, c'est dans le cahier, les projets de tous les candidats à la Fédération ivoirienne de football. Bon, un projet d'accompagnement, de formation, d'encadrement pour permettre à nos garçons d'être comme les Klopp, les Mourinho, etc., pour que nos sélections puissent reposer sur eux véritablement. D'accord. Et Boris? Pour moi, il y a une floraison de techniciens en Côte d'Ivoire qui ont la possibilité, qui ont la capacité d'être à la tête de notre sélection. Vous avez cité Alain Guamene, on peut citer aussi, pourquoi pas, Mani Yao, qui a fait un très bon travail du côté de la SEC. On a Rigo Gervais qui est capable de ça. Il y a même Kolo Touré aujourd'hui qui est en train de faire ses armes. Oui, son nom circule, comme on en parle, Kolo Touré. Mais bien sûr, notre Kolo Touré aujourd'hui, qui a la capacité, qui peut, pourquoi pas, prétendre au poste de sélectionneur. Il a été avec Kamara Ibrahim. Je pense qu'il a travaillé un peu avec Kamara Ibrahim à un moment donné, avant de repartir du côté de Leicester. Oui, il y a beaucoup de techniciens. Ils ont juste besoin de quoi? Qu'on leur fasse confiance, qu'on mette les moyens à leur disposition et qu'on les laisse travailler. C'est tout.
si on leur donne toutes ces garanties, vous verrez qu'ils seront capables de faire des exploits. Ils seront capables de nous apporter des choses extraordinaires. C'est parce qu'on a laissé travailler Aliou Cissé qu'aujourd'hui, tout le monde est fier. L'autre problématique, c'est la durée. Oui, mais c'est les sélectionneurs travailler dans la durée. Belmadi, il est là depuis longtemps, il a gagné une CAN. Aliou Cissé est là depuis 7 ans, il a gagné une CAN. Si on va ailleurs, vous donnez de beaux exemples de ceux qui sont ailleurs, Joachim Löw, Didier Deschamps, on dirait la tête de l'Allemagne. Et Deschamps encore avec l'équipe de la France. Mais il faut laisser le temps aux sélectionneurs, aux entraîneurs de travailler, d'asseoir une vraie philosophie, de maîtriser parfaitement l'environnement, de partir avec un groupe de jeunes sur lequel il va s'appuyer, parce que là, on voit une nouvelle génération qui arrive là avec les éléphants. Après cette CAN, on voit des jeunes gens qui montent, qui sont brillants. Il faut qu'un technicien puisse avoir cette possibilité de travailler sur la durée pour mettre en place un projet qui un jour va aboutir. Maintenant, nous tous, on est tout le temps pressés, on veut les résultats, les fédérations veulent les résultats, on prend un coach au bout de 2 mois, on lui dit il faut gagner la CAN, comme si c'était la CAN se gagnait à tour de bras. Non, on lui dit il faut nous qualifier pour le mondial. Non, je pense que sur la politique des fédérations, il y a beaucoup de choses à voir pour aider nos techniciens locaux ou alors ceux qui viendront à la tête de nos sélections à faire un travail sur le long terme. Oui, et au-delà de ce que Roger Stéphane a dit, au niveau de la politique des fédérations, il ne faut surtout pas imposer des staffs aux sélectionneurs en place. Moi, je pense qu'il faut laisser la latitude au sélectionneur de choisir son staff. D'accord, très bien. Bon, on va terminer ce sujet en faisant le point des entraîneurs africains vainqueurs de la CAN. Regardez un petit peu ce tableau. En 1957, Mourad Fahmy, 1962, Tessema, 1963, 1965, Charles Koumi Gamfi, 1970, le directoire des coachs soudanais, 1972, Amoyen Bibanzoulou, 1982, encore Charles Koumi Gamfi, 1990, Abdelhamid Kermali, 1992, Yeo Martial, 96, Clive Barker, 2006, 2008 et 2010, on le disait, hein, Hassan Cheata, 2013, Stephen Keshi, et puis les 2 derniers en date, donc 2019, Jamel Belmadi, et 2021, Aliou Cissé. Voilà. Salut en cœur, Papa Yeo Martial. Comment? Salut en cœur, Papa Yeo Martial. Absolument. Le grand Yeo Martial. Allez, on va marquer une toute petite pause. Hein. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. On va parler de la CAF, hein, oui, qui est actuellement en visite hein, ici en Côte d'Ivoire. On fera le point et puis on se fera, bah oui, comme on est de retour en LGT mode normal, mode traditionnel, eh bien on se fera une petite saga des pros. Voilà le programme. Hein. Je vous rappelle qu'on est en direct jusqu'à 22h, donc ne bougez pas.